Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'opposition congolaise parle d'un échec à la suite des concertations politiques de Madingu qui ont rassemblé la classe politique du 25 au 27 novembre. Des pourparlers à quelques mois de l'élection présidentielle. La préoccupante montée de la dette africaine. Dans certains pays, le niveau d'endettement extérieur a doublé depuis 2009 alors que la conjoncture économique mondiale augmente la précarité de la plupart des économies du continent. La Banque mondiale appelle la Centrafrique à diversifier son économie. La première recommandation selon le rapport est la nécessité de tirer profit des produits d'exportation dont le bois ou encore le coton. Mais tout d'abord, la situation en Éthiopie où le gouvernement et les Nations Unies ont conclu ce mercredi un accord qui autorise un accès sans restriction des zones du Tigré. Cet accord doit permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans la région dissidente aux mains des forces gouvernementales. Le Tigré est privé de tout approvisionnement depuis le 4 novembre, depuis que le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale à l'assaut du TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré. Avant le conflit, près de 600 000 personnes dépendaient totalement de l'aide alimentaire et 1 million d'autres bénéficiaient d'un filet de sécurité alimentaire, selon le Bureau onusien de coordination humanitaire. Les pourparlers politiques de Madingu n'ont pas atteint l'objectif fixé, considère l'opposition congolaise. Les discussions devaient permettre de mettre au point une stratégie censée ouvrir la voie à une élection présidentielle apaisée en 2021. À l'issue des pourparlers, certains leaders de l'opposition parlent d'un échec faute de consensus. Reportage entre correspondants au Congo, Deva Panzo. L'administration et la majorité au pouvoir ne manifestent que peu d'intérêt à l'application rigoureuse des résolutions et recommandations liées à la fiabilité du corps électoral, avec l'introduction de la biométrie et l'indépendance réelle de la commission électorale. Selon le chef de file de l'opposition, Pascal Satima-Biala, le pouvoir a exprimé son refus de faire évoluer le système électoral congolais à l'issue des 2 jours de concertation sans consensus entre les acteurs politiques les 25 et 26 novembre 2020 à Madingu. Nous avons décidé d'aller à Madingu, espérant obtenir un consensus sur les problématiques qui nous éloignent les uns et des autres en matière électorale. Malheureusement, et comme à l'accoutumée, nous ne sommes pas accordés sur 3 éléments essentiels qui pour nous conditionne la fiabilité du processus électoral. Il s'agit de la maîtrise du corps électoral, du renforcement des compétences de la CNI, du plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Outre l'introduction de la biométrie et le renforcement des compétences de la commission électorale qui partage ses compétences avec le ministère de l'Intérieur, le rendez-vous de Madingu aurait permis aux parties prenantes de s'accorder sur le renouvellement du fichier électoral par le recensement. Mais pour le parti au pouvoir, Madingu a été une rencontre fructueuse pour toute la classe politique. La concertation de Madingu 2020 a finalement battu le record de participation de la classe politique congolaise. Nous félicitons donc les organisateurs pour cela et surtout aussi l'opposition qui n'est pas venue pour sévir de faire valoir à cette concertation. L'opposition politique congolaise interpelle la responsabilité du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, suite à cet échec. Elle propose également un report de la présidentielle de 2021 comme conséquence si toutes les conditions d'un scrutin libre, transparent et apaisé ne sont pas réunies. Mais si l'opposition n'est pas prête pour 2021, le Parti congolais du travail l'invite à attendre le scrutin de 2026. Il s'agit des premières élections régionales de l'histoire du Cameroun, prévues par la Constitution de 1996. L'élection au scrutin indirect n'a en effet jamais été organisée, mais il va finalement se tenir dans quelques jours, mais sans une partie de l'opposition. Et de son côté, le cardinal Christian Toumi dénonce des insuffisances au niveau des objectifs visés par le gouvernement. Il faut retourner à un système fédéral, considère le cardinal, pour qui ces élections ne vont pas, je cite, automatiquement résoudre le problème. Pour lui, il faut une certaine autonomie du nord-ouest et du sud-ouest. Le scrutin, vous l'aurez compris, se prépare dans un contexte délicat entre séparatisme des provinces anglophones et les tensions politiques entre pouvoir et opposition. Il s'agit en tout cas des premières élections régionales de l'histoire du Cameroun et à l'issue du vote du 6 décembre, 90 conseillers régionaux, dont 20 représentants des chefferies traditionnelles, seront élus dans les 10 régions du pays. Corinne Kamseone.
En langue du terroir ou en français, les chefs traditionnels du Cameroun sont déterminés à expliquer à leur père tous les mécanismes issus de la décentralisation. Ici, à Messondo, dans le département d'Union-Ekele, les candidats aux élections régionales du 6 décembre 2020 sont lancés dans une campagne de proximité. Ils espèrent surtout être désignés par 240 chefs traditionnels pour porter haut la voix d'un département qu'ils jugent minoritaire dans la grande région du centre. Si on reste dans la démocratie de la majorité, l'Union Ekele est parti perdant. Il faut donc maintenant, pour les membres du commandement traditionnel, choisir des gens qui peuvent imposer tout un nouveau paradigme dans la gestion de la région. Nous voulons faire comprendre au niveau de la gestion de la région qu'il est question non pas d'insister sur la démocratie de la majorité, mais sur la démocratie de la sensibilité. Désenclavement et exode rural sont les principaux mots qui minent cette localité. De Sodibanga à Bengue, en passant par Yabi et Bichoka, le constat fait par ces candidats de la liste bleue est le même. Les villages se sont vidés de la population jeune, d'où l'urgence d'une véritable gouvernance et développement local qui crée des conditions d'épanouissement pour les populations. La jeunesse est un atout majeur à l'édifice de ce que nous sommes déjà en train d'implémenter et de ce slogan qu'est le développement des populations. 900 conseillers régionaux au total vont être élus à l'issue du vote ce dimanche. Depuis 1996, la décentralisation et la mise en place des conseils régionaux sont consignées dans la Constitution. Ces élections viennent ainsi asseoir des entités administratives qui vont faire des populations, des collectivités territoriales décentralisées, des ouvriers de leur développement. L'Afrique face à un emballement de la dette. En 10 ans, la dette publique en Afrique subsaharienne est passée de 38% à plus de 50% du PIB. L'abondance des financements accordés par la Chine pour des projets d'infrastructures inquiète, plus que jamais dans un contexte marqué par les conséquences économiques de la crise sanitaire mondiale. Nathalie Mauve. Le récent défaut de paiement de la dette de la Zambie a soulevé cette perspective pour un plus grand nombre de pays africains. C'est notamment le cas en Afrique de l'Est où la pandémie de Covid-19 a conduit à une diminution des recettes fiscales, une baisse des recettes d'exportation ainsi qu'un accès limité aux ressources extérieures. Dans cette partie du continent, la crise sanitaire a amplifié la vulnérabilité des pays avec des ratios dette PIB dépassant 50%. La crise sanitaire a fait en sorte que les économies n'ont pas trop tourné, les industries n'ont pas bien tourné, on a produit peu, on a exporté peu, donc le ratio dette sur PIB égale 50% veut dire que la moitié de la richesse des pays de l'Afrique de l'Est est détenue par ses créanciers. Les dernières données de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, montrent qu'en moyenne, plus de 10% des recettes d'exportation et des revenus primaires de la région sont consacrés au remboursement de la dette. Les pays de l'Afrique de l'Est sont confrontés à des choix difficiles entre le paiement à échéance de la dette et la relance des économies. Que c'était l'occasion pour les pouvoirs publics de l'Afrique de l'Est, par exemple, de faire fonctionner la planche à billets pour soutenir d'abord les populations, les ménages les plus faibles. On leur distribue les moyens de paiement et cela va donc donner la possibilité à tout éventuel investisseur dans le pays de produire parce qu'il y a en face une demande solvable. Le bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique de l'Est estime que les pays ont besoin d'un espace budgétaire pour faire face à la crise, sauver des vies et des moyens de subsistance et continuer à fournir les biens et services publics aux populations. Les efforts de rééchelonnement de la dette pourraient être insuffisants de l'avis de certains dirigeants, notamment Paul Kagame, président du Rwanda. La Centrafrique doit diversifier son économie, une recommandation de la Banque mondiale. L'institution donne plusieurs orientations, en premier rang desquelles les produits d'exportation, le bois et le coton, des secteurs qui représentent un fort potentiel en ce qui concerne la création d'emplois, des filières également génératrices de revenus. Siamlo Victoria Sedji. La Centrafrique doit diversifier son économie, insiste la Banque mondiale dans un rapport sur le pays publié ce 30 novembre.
D'après l'institution, l'absence de diversification fragilise la Centrafrique. Pour preuve, la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 devrait faire reculer la croissance économique en 2020 entre 0 et moins 1,2% contre 4,1% en moyenne ces 5 dernières années. Cette crise a d'ailleurs entraîné l'effondrement de la production des principaux produits d'exportation comme le café et le coton, puis creusé le déficit de la balance des paiements. La Centrafrique a un choix important à faire. Elle peut construire une économie forte, diversifiée et résiliente, à condition que toutes les parties prenantes du pays s'engagent en faveur d'élections nationales et locales pacifiques et mettent en œuvre l'accord de paix. La Banque mondiale estime que les principaux produits exportés par la Centrafrique, comme le bois et le coton, lui offrent des opportunités de se spécialiser dans un large éventail de produits connexes. Le pays pourrait donc y travailler afin d'exporter une gamme de nouveaux produits afin de générer plus de revenus. Diversifier son économie irait dans le sens de développer également l'économie forestière. Et dans cette même forêt, il existe ce qu'on appelle des produits forestiers non ligneux. Il y a une variété de produits qu'on trouve vraiment dans la forêt. Malheureusement, les forêts auxquelles nous faisions allusion tout à l'heure, si les patrons des forêts, c'est les groupes armés, que pouvez-vous faire d'autre? Alors, lorsque vous avez 14 groupes armés étalés sur près de 750 000 km², comme c'est le cas en Centrafrique, et vous voulez développer l'agriculture, c'est au bon vouloir de ces groupes armés-là. Un accord de paix a été signé en février 2019 entre le gouvernement et les 14 groupes armés. La présidentielle centrafricaine est prévue se tenir le 22 décembre 2020 dans un contexte de crise sanitaire marqué par l'affaiblissement des finances publiques. Toutefois, la Banque mondiale prévoit une reprise progressive de la croissance à mesure que la pandémie sera endiguée avec une moyenne de 3,9% entre 2021 et 2023. Un niveau néanmoins inférieur aux prévisions antérieures à la pandémie. Une tablette éducative conçue par la start-up Switch Design est désormais mise à disposition de certains élèves béninois, un outil 100% local, puisque la tablette classe 19, c'est son nom, est l'œuvre d'un jeune entrepreneur béninois, Roland Oudjbandji. Plus de détails sur cette innovation éducative béninoise dans ce reportage entre correspondants, les petits Mounouf. Roland Oudjbandji, jeune entrepreneur, et son équipe innovent dans le secteur de l'éducation au Bénin. À travers sa start-up dénommée Switch Design, avec ses collaborateurs, il a mis en place une tablette éducative intitulée Classe 19. Conçue pour son usage exclusivement pédagogique, cette innovation constitue un outil de soutien scolaire. Objectif, soulager les parents d'élèves en permettant aux apprenants de bien assimiler les cours. Classe 19 aujourd'hui devient pour les apprenants un soutien scolaire de qualité parce qu'aujourd'hui, chaque apprenant peut avoir sa tablette sur laquelle des professeurs certifiés offrent des contenus éducatifs qui parcourent le programme en vigueur pour l'année scolaire dans la classe de 3e. Dotée d'une application, la tablette éducative Classe 19 comporte un programme d'enseignement annuel constitué d'une kyrielle de vidéos axée sur 5 matières principales, notamment les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, la physique-chimie. Les cours sont faits par des enseignants certifiés des collèges. L'apprenant, quand il a la tablette, il ne peut pas faire autre chose. Donc, à l'allumage de la tablette, la seule chose qu'il puisse faire, c'est de lancer l'application Classe 19, de suivre les contenus et à la fin, voilà, de redéposer la tablette, de prendre ses cahiers, ses livres, de faire ses devoirs, mais il ne sera pas distrait. Et l'autre chose qu'on apporte également, c'est une application de contrôle parental qui est à disposition des parents pour permettre à ces derniers de suivre en temps réel ce que fait l'apprenant sur la tablette. Les tablettes Classe 19 sont disponibles pour la classe de 3e. Roland Oudjbandji et son équipe s'attellent à mettre en place des tablettes et des contenus pour les autres classes, notamment la terminale, à partir de la rentrée 2021-2022. A noter qu'à travers le projet Classe 19, initié dans la période de la riposte au Covid-19, la start-up Switch Design a distribué près de 15 000 DVD comportant 40 contenus vidéo de cours dans les matières principales aux apprenants en classe d'examen dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.